Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale dédiée à la période d'Halloween qui se rapproche à grands pas. À cette occasion, j'ai décidé de vous partager 3 témoignages de personnes ayant vécu des choses inhabituelles voire étranges, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Ces histoires sont vraies. Enfin, selon leurs auteurs. Comme j'aime à dire, ces histoires n'ont de valeur que pour ceux qui les ont vécues. Toutefois, profitons malgré tout de ce qu'elles ont à nous offrir. Voyez ceci comme un livre audio plutôt qu'une vidéo à part entière. Si vous souhaitez que ce genre de format revienne plus souvent, faites-moi signe. Allez, c'est parti. Lorsque j'avais 18 ans, quelques amis et moi sommes partis dans un road trip de 7 heures, jusqu'à la forêt nationale d'Apalachicola, près de Tallahassee en Floride. Nous allions nous installer dans la forêt en camping-car, boire quelques bières et profiter. Vous savez, les trucs qu'on fait quand on a 18 ans. Comme nous ne voulions pas être dérangés par des gardes forestiers, nous nous sommes profondément enfoncés dans la forêt. Arrivés sur place, nous avons installé le camp, bu quelques bières. Avec un des gars, on a décidé de faire une petite exploration dans les alentours. Nous nous sommes éloignés d'environ 100 mètres de notre campement, et avons trouvé un chemin que nous avons alors suivi. Immédiatement, on a vu des signes évidents montrant que quelqu'un vivait dans les parages depuis un petit moment. On vit de gros sacs poubelles, des déchets ici et là. Cela aurait dû être une alerte suffisante pour retourner sur nos pas. Mais vous savez, quand on a 18 ans, rien ne peut vous atteindre. Nous avons continué et trouvé un campement avec un homme vivant près de son van. Il y avait des cordes à linge courtes, mais installées très haut, des frigos et un très grand chien. Magnifique. On essayait de faire marche arrière, mais l'homme nous avait vus et commença à nous parler. Plutôt amical, il nous demanda d'où on venait, on discuta des coins intéressants à aller voir dans la forêt. Je continue de penser à quel point il était étrange qu'il nous donne les directions à suivre en nombre de pas, et non en mètres. Le gars ne semblait pas éméché, mais on voyait que son sens de l'équilibre était instable. Il semblait se balancer lorsqu'il marchait. Puis il a semblé super excité quand on lui a parlé des forêts et des parcs nationaux de notre région. Après 10 minutes de discussion, nous sommes revenus sur le camp, on est rentré dans nos tentes, et notre séjour se passa sans problème. 2 mois plus tard, le pote qui m'accompagnait lors de cette rencontre un peu étrange m'appelle, tard le soir, et me dit d'allumer la télé sur les infos. J'y ai vu un vieux gars et son van. Vous vous doutez sûrement où cela va nous mener. Et moi, à cet instant, j'étais agacé et je comprenais pas pourquoi il me prenait la tête à cette heure-là avec ça. Il me dit « Regarde ». Je vis alors le superbe chien Golden Retriever, et là ça a été le déclic. Bordel, le gars s'appelait Gary Michael Hilton, accusé d'au moins 4 meurtres. Il avait kidnappé et tué une fille à Blood Mountain en Géorgie, un couple de personnes âgées à Pisgah en Caroline du Nord, et une autre fille dans la forêt d'Apalachicola près du camp où nous nous étions installés. Oui, exactement le lieu où nous avons discuté avec lui. Évidemment, on a prévenu la police. Ils nous ont mis en contact avec le bureau d'enquête de Floride. Transporté en avion, on a été emmené sur le camp de l'homme afin que l'on indique la nature de notre discussion avec lui et pour leur montrer tous les lieux qu'il nous avait présentés comme des points d'intérêt à visiter. Enfin, je ne l'ai su qu'après le procès, mais apparemment les enquêteurs avaient retrouvé des doigts humains sur le camp lors de notre passage. Il y a un parc juste en dehors de Richmond appelé l'île de Belle. Les gens y font du kayak, de la pêche, de la rando. Il y a un lieu dans les environs de Belle qu'on appelle simplement le Rocher. Un grand nombre de choses illégales y ont lieu. Alcoolisation massive, prise de drogue, baignade de nudistes, orgies et tout un tas d'autres trucs aussi fun. Évidemment, j'y étais tout le temps fourré. Il y a quelque chose avec ce rocher, une sorte de beauté immaculée. À environ 2 km de l'entrée du rocher, il y a une petite crique où on peut trouver une énorme station de pompage des années 60 dans un état de décrépitude très avancé. Le site est abandonné. Maintenant, quand je disais que la station était énorme, je veux dire vraiment énorme. À peu près 15 mètres de large et d'une hauteur de 50 mètres. Il y avait 5 étages. Ce bâtiment n'avait rien de fascinant selon moi, c'était juste un tas de béton avec de vieux tuyaux et des échafaudages. Le parc fermait à la tombée de la nuit comme la majorité des parcs du coin, mais ça n'empêchait personne d'y entrer et de commencer à faire un feu et faire la fête jusqu'à très tard dans la nuit. Évidemment, je l'ai également fait. Ce soir-là, il était peut-être minuit lorsque j'ai décidé d'aller visiter cette station. Équipé d'un pack de 12 bières, de 3 ou 4 joints et d'autres trucs, il était temps pour moi de m'y rendre. Équipé d'un sac à dos, je m'éloignais tranquillement de mon pick-up et je suis rentré dans le parc. Après avoir marché entre les rochers sur 400 mètres, j'arrivais près de la station.
Je me rappelais qu'il y avait un passage derrière le bâtiment qui me permettrait d'atteindre le parking plus rapidement. Dans la nuit noire, armé de ma lampe torche et de mon petit Colt calibre 32, je me frayais un passage sur ce chemin. Marchant le long du sentier bordé par le mur de briques de la station, j'ai vu une porte que j'avais jamais remarquée auparavant. Une porte massive en métal. La curiosité étant plus forte, je poussa la porte, et étonnamment elle bougea dans un grincement sourd et ronflant. À la lumière de ma lampe, j'ai vu un escalier menant probablement à la chambre de contrôle. J'ai sorti mon arme et je suis descendu dans les entrailles de la station. Une fois descendu des escaliers, j'ai tout de suite remarqué certaines choses bizarres. J'étais bien dans la chambre de contrôle de la station, avec de vieux panneaux rouillés et sales. L'odeur était très désagréable entre la moisissure et peut-être quelque chose comme le sang. Dessiné au milieu de la pièce, il y avait un pentagramme. Ouais, vous m'avez bien entendu, un bordel de pentagramme dessiné à la craie, et avec des taches très suspectes dans son centre. Et pour couronner le tout, des bougies usagées disposées en cercle autour. Ok, le curseur terreur venait d'exploser. Mon cœur fit un bond quand j'ai entendu des bruits de pas et des voix en haut des escaliers. Paniqué, mon œil cherchait un endroit où je pouvais me réfugier malgré ma carrure imposante. Je me cacha dans un casier et refermai la porte le plus silencieusement possible, et fis silence, comme une tombe. J'ai regardé à travers les grilles du casier. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film d'horreur. 6 personnes en robe encapuchonnées sont descendues dans la chambre de contrôle et se sont mis en cercle, et des bougies furent allumées. Un des hommes tenait un chien haletant dans les bras. L'homme commença à chanter doucement dans une sorte de langage que je qualifierais proche du latin. Il déposa le chien au sol et sortit un couteau. J'ai vu une scène d'horreur pure, lorsqu'il fit s'abattre son couteau sur le chien qui couinait et se débattait jusqu'à son trépas. Les chants sont devenus plus intenses et plus forts, et les bougies se sont éteintes. Il faisait très froid. J'ai retenu ma respiration plusieurs fois, et je suis resté dans ce casier jusqu'à ce que les horribles personnes encapuchonnées partent. Je dirais que cela a duré 20 minutes. J'ai soupiré de soulagement, jusqu'au moment où ma lampe torche s'écrasa sur la porte du casier et fit un bruit assourdissant. Mon cœur explosa, nom de Dieu, c'est pas vrai. J'ai vu horrifié 2 hommes descendre les escaliers, et vous savez quoi? J'ai mis un coup de pied dans le casier, arme à la main, et j'ai percuté avec mes 1m80 et 140 kg le plus gros des deux, en criant « Reculez, bande d'enfoirés !» J'ai pointé mon flingue sur le 2e homme. Je dominais clairement la situation. Seulement les 4 autres personnes en robe ont dévalé les escaliers. Je tremblais alors que je tenais en joue ce groupe de malades. « Depuis combien de temps tu es là ?»« Depuis suffisamment longtemps, mon pote. »« Ne parle de ça à personne. » Ok, ça marche. Chacun d'eux s'écarta de l'entrée. Je me dirigea jusqu'aux escaliers tout en les pointant avec mon arme. Arrivé dehors, j'ai couru comme jamais. Les 20 minutes de ma traversée initiale avaient été réalisées en 5 minutes. Je sauta dans mon pick-up et rentra chez moi tel un dératé. Un mois plus tard, je suis retourné à Belle me relaxer près du rocher, non loin de la station de pompage que j'évitais dorénavant soigneusement, lorsqu'un jeune homme d'une vingtaine d'années s'installa à côté de moi et alluma une cigarette. « Dis-moi, mon ami, crois-tu en Dieu ?» dit-il. Je retirai mes lunettes et le regarda lorsque je reconnus son visage. « Alors ?» dit-il en souriant. « Qui sait ?» dis-je en avalant ma salive. Il se leva et tendit sa main vers moi. « Je te recommande de rester éloigné de ce bâtiment, à partir de maintenant. Ok ?» dit-il. Je lui serra la main et lui dis « Oui, mon ami. Oui. » Je n'ai plus jamais revu ce jeune homme, malgré les nombreuses fois où je suis retourné sur ce rocher. Cette histoire a eu lieu avant que je sois né, alors que ma famille vivait encore au Mexique dans la petite ville de Xochipala, qui n'était pas encore touchée par la modernisation des villes alentours. Quand mon frère aîné était bébé, ma mère très jeune à l'époque était très protectrice envers lui. Après tout, c'était son premier enfant, et elle aurait sûrement tout fait pour le protéger comme n'importe quelle mère. Elle avait un oncle dont les gens disaient qu'il pratiquait une sorte de magie noire, dégoûtante et malsaine, la pruderia. Le genre de pratique qui apporte le malheur, la jalousie, voire même la mort. Cependant, cet homme a toujours été respecté, et jamais pris à la légère. Un soir, il est venu rendre visite à ma grand-mère. Assis dans la cuisine et entamant une discussion, mon frère, qui commençait à marcher, s'approcha de lui, et tendit les bras pour qu'il le prenne. Mon oncle, dont je ne connais pas le nom, sûrement pour de bonnes raisons, se baissa pour l'attraper. Soudainement, ma mère se jeta sur mon frère, et le prit dans ses bras. Connaissant l'homme, elle ne voulait pas qu'il touche son bébé.
Mon oncle la regarda avec un regard sinistre et dit « D'accord. Je resterai tranquille dorénavant. » En quittant ma grand-mère, il regarda ma mère une nouvelle fois et dit « T'aurais pas dû faire ça. Tu aurais dû au moins me laisser le toucher. » Et il partit. Ma mère, n'ayant pas pris en compte cet avertissement, redéposa mon frère au sol pour aider ma grand-mère à faire la cuisine. C'est pendant le dîner qu'elle remarqua que mon frère jouait sous la table avec quelque chose. Elle se baissa, regarda sous la table, et découvrit horrifiée qu'il était entouré d'un tas d'araignées, qui plus est des veuves noires. Tout d'un coup, il se mit à pleurer comme jamais. Au début, elle pensait qu'il avait été mordu par une araignée, mais elle ne trouva aucun signe. Il commençait à se faire tard et mon frère était inconsolable. Il hurlait. Ma mère était désespérée, démunie. Ma grand-mère dit alors « Prends le bébé et va le voir. Tu n'as pas voulu qu'il le touche, maintenant tu en paies le prix. Allez, allons-y avant qu'il fasse trop sombre dehors. Je viens avec toi. » Sur le chemin, mon frère avait de plus en plus de mal à respirer et frôlait l'inconscience. Elle frappa à la porte de mon oncle et il ouvrit. Ma mère dit « Le bébé n'arrête pas de pleurer, il a du mal à respirer. On ne sait plus quoi faire. » Il les regarda et dit « Bien. Je vais jeter un œil sur lui. » Ma mère à contre-cœur lui tendit mon frère. Il commença alors à poser sa main sur sa poitrine, le massant doucement. Il dit alors « C'est ce à quoi je pensais lorsque tu m'as interdit de le toucher. » Ma mère eut la chair de poule lorsqu'elle comprit que c'était cet homme qui était à l'origine de cet état. Au bout de quelques secondes, mon frère s'endormit paisiblement. Ma mère et ma grand-mère rentrèrent. Sur le chemin, ma mère était en pleurs. Ce vieil homme horrible avait seulement fait souffrir mon frère par dépit. Depuis ce jour, bien qu'il ne vinrent que très rarement visiter ma grand-mère a toujours accepté qu'il prenne mon frère dans ses bras lorsqu'il le demandait.